Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo. Le MPDD ne contestera plus la victoire de UNIR à la présidentielle de 2020. Et c'est en tout cas ce qu'on peut conclure à la suite de cette conférence de presse tenue par le MPDD ce lundi 26 août 2024. Le parti est revenu sur plusieurs aspects lors de cette conférence de presse qui lui a permis d'aborder plusieurs questions relatives à ces dernières actualités, mais aussi à la vie sociopolitique du pays. Le parti s'inscrit dans un retour à ses fondamentaux, une réinscription dans ces lignes principales et qui peut-être, selon certains, ont été mises à mal avec certaines revendications, parmi lesquelles la posture du parti face aux résultats de l'élection présidentielle de 2020. On sait que le président ou l'ex-président du parti, feu Dr Agbeyome, avait contesté la victoire du président Faure Gnassingbé, candidat du parti UNIR à l'époque, en 2020, par rapport à cette présidentielle où on l'a déclaré deuxième. Il estimait qu'il était le vrai vainqueur de la présidentielle, ce qu'il a revendiqué jusqu'à sa mort. Finalement, après sa mort, le parti est dirigé par Jonas Siliadin, qui est le président par intérim. Il est censé préparer un nouveau congrès pour le parti et dans la marche vers ce congrès, une conférence de presse tenue ce lundi qui lui permet de recadrer un peu la position du parti face aux dernières actualités. On sait que le parti a annoncé d'ailleurs son départ de toutes les coalitions auxquelles elle appartenait, dans la DMK, la dynamique Monseigneur Podjolo, qui avait justement porté la candidature d'Agbeyome. Le parti, donc, dans la foulée, on conclut que le parti veut se relancer d'une nouvelle manière et après à coopérer, même avec le parti au pouvoir, dont il critique la victoire à la présidentielle de 2020. On comprendra donc que le MPDD ne contestera plus l'élection de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020. Un tournant décisif, en tout cas, dans la posture de ce parti qui a fait la pluie et le beau temps dans les années 2020, au début de cette année, juste après l'élection présidentielle. Comme je le disais, une élection dont la victoire a toujours été réclamée par Agbeyome Kodjo jusqu'à sa mort. Nous en parlons avec nos invités. Est-on en train d'assister à un changement de posture radical, un changement radical du MPDD? Y a-t-il quelque chose qu'on aurait manqué peut-être de comprendre dans cette démarche-là? Le MPDD, si on s'en tient aux propos de son président, ne contestera plus la victoire de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020. Germain. Bon, mais je crois que ce n'est pas le plus important, parce que ne pas contester la victoire n'a aucune importance. Puisque cela a été contesté jusqu'à la mort de son ancien président, bon, du moins son président. Oui, mais le président par intérim change de posture ainsi. C'était une infructueuse. Il n'y a pas de quoi surprendre l'opinion. C'était une infructueuse contestation, donc qui n'a pas eu d'effet. Donc le candidat Agbeyome malheureusement s'est entêté et s'est exilé dans cette contestation, je dirais absurde, qui l'a amené à l'exil, a créé un gouvernement et tout cela. Donc, pour moi, ne pas contester cette élection, c'est un non-événement. Par contre, c'est le repositionnement du parti qui m'intéresse. Parce que quand vous voyez le MPD d'avant, c'est un parti qui s'appelait OU avant de devenir MPD, et qui avait fait partie d'une première coalition qui s'appelait le FRAC. Et quand le FRAC avait été créé à Paris, c'était pour avoir une candidature unique, mais une fois revenu, OBU à l'époque s'est désolidarisé du FRAC pour être candidat. Et depuis lors, le président d'OBU, qui a été plus tard le président du MPDD, a toujours collaboré avec le parti au pouvoir. Il était même conseiller du président de la République, avec qui il faisait des voyages jusqu'à la veille de la présidentielle de 2020. Donc je crois que le nouveau président revient à ce que faisait l'ancien président, tout simplement. Un retour aux fondamentaux. Voilà. Donc pour moi, c'est peut-être cet aspect qui est intéressant. Maintenant, est-ce que il veut collaborer avec le parti au pouvoir? En même temps, il dit qu'il veut collaborer avec tous les partis, y compris même la société civile. Donc, il se dit qu'il repositionne le parti. Bon, maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il a parlé aussi du régime parlementaire qu'il a semblé apprécier?
Donc maintenant, est-ce que c'est la Ve République qui l'amène à revenir à ce qu'il appelle les fondamentaux et à vouloir se repositionner autrement, et comment tout ça se fera après le congrès qu'ils annoncent pour le mois d'octobre. Donc on attend de voir, mais ce qui à mon avis est intéressant, c'est ce repositionnement. Je crois que si le précédent président avait digéré sa défaite, comme ce fut le cas par exemple en 2010, où après, il avait reconnu même sa défaite et il estimait qu'il aidait Jean-Pierre Favre à contester. Et après, il a dit non, il ne peut plus aider à contester à partir du moment où l'UFC, qui avait présenté Jean-Pierre Favre à l'époque, a signé un accord de partage de pouvoir. Donc, il a dit qu'il ne va plus contester. Donc, il était plus ou moins à cheval entre l'opposition et le pouvoir à l'époque. Et donc, composeur selon ses intérêts. Est-ce que c'est la même formule que le nouveau président par intérim, s'il est confirmé dans ses fonctions, veut adopter, ou c'est la même posture que le parti veut adopter? Et comment tout ça se fera? Quel sera l'accueil que vont lui réserver les autres courants politiques, le parti présidentiel avec lequel il est prêt à travailler, l'opposition, les autres partis de l'opposition avec lesquels il est prêt à travailler. Donc comment tout ça se fera? Je pense qu'il peut jouer un rôle, parce que nous arrivons à une étape où l'opposition généralement est faible au Togo. On est sorti de cette élection de 2020, de la dernière élection d'avril 2024. Okay. Et avec une opposition totalement, quand on voit la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, l'opposition est, excusez-moi le terme, à refaire, comme on le dit un peu. Et donc, s'il y a de nouvelles idées comme ça, et si en face, il y a du répondant, parce que c'est bien d'avoir ces idées, mais c'est l'autre paire de manches, c'est que d'autres acceptent à avancer. Et il pourra peut-être faire quelque chose. Donc on attend de voir. Je ne sais pas quelle est sa stratégie et ce qu'il annonce, comment tout ça va se faire. Mais je comprends que ce n'est pas aussi différent de ce que faisait Aguiome Kodjo jusqu'à la veille de la présidentielle de 2020. Louis Kamako, le MPDD veut changer de posture. Le parti veut se repositionner et retourner à ses fondamentaux. Un changement de posture qui s'annonce très différent de la posture observée par le parti depuis la présidentielle de 2020, où son président s'est mis dans une posture de contestation des résultats jusqu'à sa mort. Son président par intérim veut ramener le parti à ses fondamentaux. Ces fondamentaux, ce sont notamment, comme Jamel le disait tout à l'heure, c'est la concertation politique et la recherche du compromis. Donc c'est ça qui caractérise en réalité le MPDD. Je ne veux pas raisonner en termes d'obus, parce qu'à un moment donné, l'obus, à sa création, s'est montré un peu radical. Mais depuis qu'on a enterré, ou bien depuis qu'on a créé le MPDD en lieu pas d'obus, on a noté que le parti avait une posture d'un parti politique mi-modéré, mi-radical. Et donc, j'aimais parler tout à l'heure même de la position ou bien du rôle que jouait Feu Aguiome dans la 6e législature. Il était même le président de la commission de la défense de l'armée. Je pense que c'est un poste qui ne peut pas être attribué à n'importe qui. Donc ça veut dire que sa collaboration avec le pouvoir ne peut pas être niée, et tout de go. Maintenant, ce qu'il faut dire aujourd'hui, je crois que ce que dit aujourd'hui le bureau intérimaire, c'est de bonne loi, parce que quand vous voyez les argumentations des uns les autres hier à la conférence de presse, ça prouve à suffisance qu'à un moment donné, Aguiome Kodjo était seul dans cette bataille-là. Il était seul justement à revendiquer sa victoire. Et parce que, vous l'avez dit, le monsieur il est décédé sans faire même pas un trimestre, il a été enterré, ça fait récemment. Je ne pense pas que sa famille biologique a fini de faire son deuil avant que ces genres d'annonces-là ne se font. Donc ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, les gens veulent aller très vite, aller vite aujourd'hui, faire du réalisme, parce que on l'a reconnu que continuer aujourd'hui par revendiquer la victoire de la présidentielle de 2020 ne sert à rien, parce que le principal intéressé aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Et si du jour au lendemain, c'est vrai que c'est improbable, c'est fort improbable que ça arrive, si du jour au lendemain, le parti en face reconnaît qu'effectivement, les élections de 2020
ont été, entre guillemets, fraudés, ou que le principal, ou bien le vrai gagnant était à Guillaume Kodjo, qui va prendre le pouvoir? Personne. Il est décédé, Il est décédé. On constate un décès. On déroule le protocole. On déroule le protocole. Et puis s'il y a quelque chose de démocratique à faire, c'est peut-être organiser une autre élection. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester très longtemps dans cette posture-là de revendication. Et en le faisant, on se ridiculise. Et je crois que le Bureau national l'a compris aujourd'hui et veut aller de l'avant. Et parce qu'on doit aller de l'avant, parce que les échéances à venir sont plus importants. Il y a les locales, il y a les régionales qui vont s'organiser. Donc il va falloir que le parti se repositionne véritablement comme cela se doit pour pouvoir réécrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc je crois que c'est du réel politique, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en train de faire. Maintenant, reste à savoir si aujourd'hui, je ne sais pas si on va peut-être l'aborder dans le second volet, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut justement, parce que la situation est telle, quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au sorti de la présidentielle de 2020, vous ne pouvez pas me démentir quand je dis que l'opposition se retrouve dans une position très fragilisée. C'est-à-dire, les gens vous diront que l'opposition n'existe même plus. Ça veut dire qu'il y a de la place à prendre aujourd'hui au sein de la classe politique de l'opposition. Et donc, s'il faut prendre cette position, il faut se montrer d'abord raisonnable. Raisonnable, c'est d'ailleurs justement sorti des anciens bisbis, des anciens sicariats. C'est-à-dire que rester dans une posture qui, à l'arrivée, n'aboutira à rien. Et parce que je l'ai dit tout à l'heure, si on ne continue pas à contester les résultats de la présidentielle de 2020, ça frise en réalité le ridicule parce que c'est perdu d'avance. Et donc il faut réellement servir du potable à la population, et je crois qu'aujourd'hui ils sont dans cette dynamique là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand le président veut justement collaborer avec tous les partis, est-ce qu'aujourd'hui c'est justement parce que il y a tellement de vide qu'il faut collaborer avec tout le monde? C'est la principale question à laquelle je voudrais qu'on y réponde. En fait. Alors, je vous relance sur un aspect que vous venez d'évoquer. C'est la lutte d'Agbeyome. Vous avez dit qu'il a été pratiquement seul. Quand sur la conférence, il a été pratiquement seul à défendre sa victoire. Alors, cette position que prend le parti aujourd'hui, est-ce juste pour se repositionner après le décès d'Agbeyome Kodjo, comme vous l'estimez, ou plutôt parce qu'on a compris qu'en fait, c'était juste une victoire imaginaire qui n'était pas réelle à l'époque et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à défendre quelque chose d'imaginaire. Victoire imaginaire? Puisque vous dites qu'il a été seul à défendre sa victoire, ce qui est curieux pour un parti politique. Non, victoire. Bon, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que en réalité, c'est pas le MPDD qui a présenté Feu Agbeyome Kodjo à la présidentielle, c'est la DMK. Oui, et donc, sauf que le MPDD occupe une place de choix dans la dynamique Monseigneur Podor. Puisqu'il venait du MPDD. Il venait du MPDD. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire que les positions ou bien la position entre guillemets radicale de Feu Kodjo ne peut pas être forcément la position de tous les militants et sympathisants du MPDD. Ça veut dire qu'à un moment donné, il portait les aspirations justement de la DMK. Donc ça veut dire qu'on peut être militant de MPDD et ne pas être d'accord en fait de la position exprimée par Agbeyome. Mais oui, je l'estime en fait. Et il fallait juste lire entre les lignes, voir la manière dont les uns les autres ont réagi hier. Et j'ai juste tout à l'heure mis le focus sur le timing, c'est-à-dire que le temps que le bureau intérimaire a pris pour réagir. J'ai parlé tout à l'heure du dessin par lointain de Feu Kodjo, et donc rapidement ils ont décidé de prendre en début mars. En début mars. Et donc il a été enterré en juin dernier. Donc ils n'ont pas pris tellement de temps. Ça veut dire que cette position ou bien cette façon de faire en fait on pensait à cela depuis fort longtemps. Donc ça veut dire que la lutte en réalité, il la menait seul. Il menait cette lutte-là très loin en fait des autres membres du bureau. Donc c'est pour ça je dis que à un moment donné, c'est comme si ils avaient justement l'intention de peut-être dire au président national du MPDD de laisser passer ou bien de changer de fusil d'épaule. Mais sauf qu'ils n'ont pas eu le courage de le dire. Maintenant, je ne dirais pas que c'est Dieu même, sachant peut-être régler par moment certaines choses,
ce qui devait arriva, et aujourd'hui, on est en train de découvrir en fait les assentiments profonds de tout un chacun. Alors, Samson, comment expliquez-vous qu'un parti ou qu'un candidat qui conteste la victoire d'un autre candidat à une élection présidentielle pendant 4 ans et qui décède, et finalement, quelques mois après son décès, son parti abandonne les charges ou bien abandonne la contestation puisque les charges n'ont pas trouvé un écho favorable par les voies normales, que son parti, en prétestant pouvoir se repositionner, abandonne carrément ses contestations, et on estime que dans la foulée, tout le monde n'était pas en fait dans cette logique. Était-ce une vraie victoire ou plutôt un repositionnement qu'on veut faire avec un tel repositionnement qu'on annonce pour les prochains mois? Je ne vais pas me prononcer sur la question de la vraie victoire ou de la fausse victoire, mais j'aimerais dire que le contraire, si Jonas Siliadin plutôt, excusez-moi, s'était prononcé autrement, ça m'aurait étonné. Parce qu'il faut connaître le personnage politique pour comprendre qu'il n'a fait que affirmer ses principes politiques qu'il a défendus depuis des années. Jonas Siliadin, c'est un ancien compagnon d'Agbeo Mekodjo depuis l'époque du RPT. Et dans un livre qu'il a publié en 2014 qui s'intitule Démocratie impossible, avec un questionnement, un point d'interrogation à la fin, il est revenu sur son parcours politique et sur la façon dont il a essayé en 92 et 2002 de réformer le RPT de l'intérieur sans succès, ce qui les a poussés à sortir, à créer l'OBU. Et dans ce livre-là, ce qui était assez intéressant, c'est que le personnage politique n'a jamais déclaré sa radicalité. Il a parlé de ce qu'il appelle le communisme politique. Selon lui, il fallait créer un cadre de concertation large où toutes les forces politiques pouvaient dialoguer, de sorte à amener une démocratie de l'intérieur. Et il a clairement dit dans ce livre qu'il n'était pas pour un renversement du pouvoir en place, mais plutôt pour la création des conditions qui font en sorte que le parti en place, selon lui, se démocratise plus et que le pays devienne une démocratie. Parce que pour lui, encore une fois, je le répète, la solution n'est pas dans un affrontement frontal, mais plutôt dans une diplomatie de couloir qu'il avait déjà essayé avec Agbeo Mekodjo et d'autres personnes comme Daoukou Péré à l'époque au niveau du RPT, et ils avaient échoué. Donc pour lui, même s'ils avaient échoué à l'époque au niveau du RPT, cette voie reste la seule voie qu'il faut utiliser pour pouvoir obtenir un changement démocratique au Togo. Et dans ce livre, il s'est clairement démarqué en vilipendant un peu, en guillemets, les opposants qui pensent que tous ceux qui ont été une fois avec le régime sont des gens à la messe, avec qui il ne faut pas collaborer. Parce que pour lui, s'il faut qu'il y ait un changement politique au Togo, ce ne peut être que dans un cadre de concertation large. Donc, c'est justement cette concertation qui justifie aujourd'hui cette exactement. position. Donc, il n'a fait que appliquer ses propres principes parce qu'il était un compagnon d'Agbeo. Quand Agbeo, la relation qui le liait à Agbeo était probablement assez forte, quand Agbeo a décidé d'aller contester, il a suivi dans la contestation, du moins pendant le début, même si à un moment donné, il s'est désolidarisé, mais il a suivi. Mais aujourd'hui, qu'il lui revient à lui de prendre les rênes du parti, c'est tout à fait normal qu'il affirme ses propres principes qu'il a défendus depuis longtemps. C'est un livre qu'il a écrit en 2014, aujourd'hui ça fait 10 ans. Et ça montre que l'homme est assez consistant parce qu'aujourd'hui, il vient déclarer à la face du public togolais, à la face de l'audience togolaise, ce qu'il a toujours défendu, aller à le communisme politique, de sorte à créer une démocratie de l'intérieur. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si c'est la meilleure chose à faire dans le climat politique togolais. On peut se poser la question de savoir si s'ils ont essayé la même chose en 92 et 2002, pendant 10 ans, sans avoir les résultats escomptés, selon ses propres mots. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont l'essayer et avoir les résultats escomptés? On peut se poser toutes ces questions-là. Mais quoi qu'il en soit, l'homme est resté fidèle à ses propres principes. Et c'est ce qu'il a affirmé hier au cours de cette conférence de presse. Alors, que dire alors de l'image de l'homme politique ou des hommes politiques togolais, puisque c'est eux d'ailleurs qui ont mis dans la tête des Togolais que collaborer avec le pouvoir, c'était une mauvaise chose. Et quand ils changent de posture, que retiennent-on finalement comme leçon, Germain? Oui, non, je crois qu'aujourd'hui c'est un discours qui ne tient plus parce que le paysage politique a énormément évolué. L'opposition a beaucoup changé, le pouvoir s'est totalement métamorphosé aussi avec la création du NIR et les différents succès électoraux. Et aujourd'hui, cette opposition des années 90 est en voie de disparition. Alors quand je vois un certain Siliadin qui avait peut-être 20 ans ou un peu plus dans les années 90
qui était au lycée, qui avait déjà une association à l'époque qui travaillait un peu sur le terrain politique de la société civile, qui après des études a travaillé avec Agbeumé Kodjo depuis la France où il était, énormément dans l'ombre, mais il a beaucoup travaillé avec Agbeumé Kodjo qui revient aujourd'hui et qui propose autre chose. Et moi, je dis que ça tombe bien parce qu'il arrive au moment où l'opposition est totalement essoufflée. Il arrive au moment où l'opinion appelle à un rajeunissement aussi de l'opposition. Maintenant, moi, peut-être ma petite inquiétude, c'est comment il compte convaincre les autres opposants, par exemple, qui n'ont pas pris l'habitude d'avoir de franches collaborations. On sait que c'est des coalitions de circonstances qui n'atteignent pas souvent les objectifs. En même temps, quand il montre sa disponibilité à travailler avec le pouvoir, l'accueil que le pouvoir en place aussi réserve à cette offre-là du MPDD nouvelle version. Donc tout ça, je crois qu'il arrive peut-être au bon moment avec la composition de ce gouvernement de transition. On a vu aussi une certaine ouverture parce que UNIR n'avait pas besoin d'avoir d'autres ministres qui ne sont pas d'UNIR dans ce gouvernement parce qu'ayant remporté de façon écrasante et éclatante, donc cette élection n'avait pas besoin de nommer d'autres courants politiques au sein de ce gouvernement. Donc je crois que et peut-être qu'il arrive à un bon moment où ces idées pourront peut-être prospérer aussi bien dans l'opposition que dans la façon de faire de la politique. Mais tout ça, on attendra de voir après le mois d'octobre et le congrès du MPDD et voir quelles sont les pistes qu'il va emprunter pour atteindre les objectifs qu'il a essayé d'énoncer à travers sa conférence de presse hier. Louis, quelque chose à ajouter? Non, je ne pense pas que M. Siléadin revient avec une chose. On a dit tout à l'heure qu'il revient aux fondamentaux du parti. C'est-à-dire que c'est un parti au départ qui est mi-modéré, mi-radical. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et obtenir des résultats différents. On a beau constater les élections, ça n'a rien donné. Donc à un moment donné, il faut faire du réalisme. Il faut servir, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'abord que prônait le parti. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est de ça qu'il est question. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que l'opposition semble presque inexistante en fait sur la scène politique. Dans un moment donné, il faut se repositionner comme cela se doit, revenir à ces anciens amours pour voir si on peut impacter. Maintenant, la question relative en fait à la coalition avec les partis, vous avez justement évoqué le cas uni. Bon, c'est un discours politique selon moi, c'est-à-dire que c'est un discours politique et même quand vous l'analysez, vous allez vous rendre compte que ça va justement dans le cadre en fait de la ligne éditoriale du parti. On ne refuse rien. Quand ça va dans l'avantage du peuple, quand ça va dans l'avantage en fait du Togo, quand c'est l'intérêt du Togo qui est prôné, le MPDD prend. Le MPDD pour collaborer avec tout le monde et pour que la situation change. Maintenant, la question peut-être, est-ce que c'est le bon moment? Samson l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que c'est dans ce régime-là qu'il faut justement avoir l'intention de collaborer avec l'UNI? Je pense que des jours à venir nous permettront d'édifier ou bien nous édifierons davantage sur ce sujet. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samson. Oui, merci. Moi, j'aimerais attirer l'attention des autorités sur les feux rouges qui ne marchent plus à Lomé depuis quelques semaines. On a 50%, pour ne pas dire 80% des feux rouges qui ne marchent plus. Je ne sais pas si, selon mes estimations, selon mon estimation empirique, je le précise, je ne sais pas si c'est pour forcer les gens à appliquer la règle de la priorité à droite. Si c'est le cas, je pense que les gens ont compris. Mais maintenant, il faudrait à défaut de réparer les feux rouges, qu'on sache pourquoi les feux rouges ne marchent plus depuis un temps et quelles sont les solutions qui sont apportées pour pouvoir retrouver une circulation plus fluide et plus sécurisante dans la capitale. Merci. Merci beaucoup à vous. Maoulolo Samson Aridja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Merci à mes co-débatteurs.
Louis Kamako, vos mots de fin. Non, je veux juste rester sur le sujet et dire que si aujourd'hui les MPDD s'aventurent à collaborer avec UNI, je pense que ça fera les bonnes affaires du parti au pouvoir, parce que très longtemps ils ont travaillé pour cela. Aujourd'hui, vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale. Sur 113 députés, l'UNI en a jusqu'à 108. Et les 5 députés qui viennent de l'opposition, il y a 2 qui ont refusé de boycotter. On a vu à peu près ce que ça donne. Qui ont plutôt décidé de boycotter. Bon, qui ont décidé de boycotter. On a vu à peu près ce que ça a donné la dernière fois quand il s'agissait de voter le programme d'action du gouvernement. On a vu que tous les députés d'UNI ont voté pour. Et l'opposition a voté contre. Donc, ça dit que c'est ce cycle infernal là auquel on va assister durant tout ce mandat. Et en réalité, du point de vue démocratique, je pense que c'est pas une bonne image pour le pays. Il faut qu'on essaie de travailler pour sortir en fait du parti unique. Voilà. En tout cas, je rappelle qu'on n'a pas qu'un seul parti au Togo. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci. Germain Pouli, vos mots de fin. Ben là, moi je pense juste faire un coucou à une personnalité qui marque toujours le Togo, c'est le grand joueur Adebayo Oshei, qui prépare son jubilé dans 2 mois exactement. Donc, je le souhaite bon préparatif et je souhaite que le Togolais s'associe à cette grande fête. Pour le grand joueur qu'il a été, pour ce qu'il a donné, qu'il continue à donner à notre pays, je crois qu'on va avoir une belle fête ici, surtout avec la pléiade de stars qu'il a lancé pour ce jubilé. Dites à Adebayo que nous attendons nos invitations personnelles. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Solange Guélier et Xavier Koudanou à la diffusion. Merci à Fofogolo et Rebecca Besso à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.